Merci Madame la Présidente. Alors ce budget enseignement supérieur recherche que je vais vous présenter est important de rappeler en préambule que ce n'est pas une compétence obligatoire de la région et que nous sommes bien là dans une politique volontariste de la part de notre majorité d'aider, d'accompagner un domaine qui est éminemment transversal, qui touche évidemment à l'attractivité de notre région et plus largement évidemment au développement économique et à l'attractivité économique de notre territoire. Alors le budget, il est sensiblement le même que l'année dernière. Il est concrètement la traduction de ce que nous promouvons en termes d'organisation de l'enseignement supérieur à l'échelle de la région. Et cette organisation, elle est relativement simple et il est important de la rappeler. Elle est basée sur deux piliers. Le premier pilier qui vise à accentuer de façon extrêmement forte l'excellence de la recherche autour de nos 4 pôles universitaires qui vont du sud Bourgogne en passant par Dijon, Besançon et le Nord-Franche-Comté, qui concentrent une grande partie des étudiants. Et le second pilier, il est celui de valoriser et d'aider l'ensemble des sites territorialisés, c'est 13 sites en tout sur la région, en ce qu'ils apportent à la fois une démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur, qui est un élément extrêmement important, et en ce qu'ils permettent également, pour les territoires qui les accueillent, de valoriser ce territoire, de le dynamiser et de le rendre là aussi attractif. Donc on est bien sur ces deux piliers et le budget est bien la traduction de ce travail qui évidemment a pour point d'orgue, et j'y reviendrai évidemment un petit peu plus tard, la question de l'organisation de l'université cible autour d'un modèle fédéral qui aujourd'hui est la commu UBFC. Donc les objectifs, ils sont évidemment... Oui, alors j'y viens. À la fin de mon intervention, c'est prévu. Ne vous inquiétez pas. Donc les objectifs, les soucis aujourd'hui que rencontre la gouvernance de la commu, pour bien les comprendre, il faut avoir le schéma global et ensuite arriver effectivement à ce que nous traversons collectivement aujourd'hui. Donc les objectifs de cette organisation, qui répond évidemment à un constat très simple, que géographiquement, nous ne sommes ni Strasbourg, ni Lyon, ni Paris, et que nous n'avons pas de fait une énorme métropole qui peut concentrer à elle toute seule l'ensemble de l'offre de l'enseignement supérieur et de la recherche, et que nous sommes bien sur des territoires extrêmement complémentaires, éminemment complémentaires. Nous avons d'ailleurs la chance qu'ils le soient, ce n'était pas forcément évident, et qu'il faut bien travailler sur cette complémentarité qui, à terme, nous permettra de peser de façon forte à une échelle nationale évidemment, mais aussi et surtout à une échelle européenne et internationale. Et que c'est bien l'enjeu, effectivement, de peser collectivement à un échelon plus élevé. Donc le budget, et j'en viendrai au sujet qui nous anime tous en ce moment concrètement, il est à peu près le même, comme je le disais, que l'année dernière, environ 33 millions de crédits de paiement, dont 19 millions sur notre politique d'aide à la recherche et un peu plus de 13 millions sur les mobilités internationales, l'enseignement supérieur dans sa globalité, autour des équipements pédagogiques et numériques, autour de la vie étudiante, autour des initiatives étudiantes, des dispositifs également de valorisation, nos 7 appels à projets recherche qui couvrent là aussi un grand champ de recherche, de ce qu'on appelle classiquement la recherche fondamentale jusqu'à de la recherche appliquée. On a essayé vraiment de couvrir l'ensemble de ce champ. Et puis évidemment la construction et la rénovation de nos bâtiments universitaires à travers à la fois le CPER, mais également les contrats qui ont été signés et qui vont l'être pour le dernier avec les principaux pôles accueillant des sites universitaires. Alors tout cela évidemment vise à renforcer d'une part la recherche d'excellence que nous avons en région, et il faut le dire, avec évidemment le souci toujours de tisser ce lien avec le tissu socio-économique qui est évidemment extrêmement important. Nous entrons dans une phase de révision de notre schéma, dont nous en avons déjà parlé ici, schéma qui est extrêmement important, notamment sur la question de la gouvernance, et j'en viens, il est tard, à la question de la commu, puisque c'est ce que tout le monde attend impatiemment,
ce schéma qui devra traduire évidemment l'ensemble des dispositifs dont je vous parlais, mais qui devra également traduire une vision extrêmement claire de l'organisation à l'échelle de cette région, organisation encore une fois qui doit tenir compte des spécificités qui sont les nôtres aujourd'hui en région Bourgogne-Franche-Comté. Donc tout cela et l'ensemble des dispositifs, en tout cas la plupart, s'appuient sur l'idée que nous avons une commu UBFC qui vise justement à rassembler l'ensemble de ses forces dans un système fédéral qui, parallèlement à sa constitution, a permis et a un bilan extrêmement positif en ayant acquis au fur et à mesure des années, 2 ans et demi, donc c'est relativement court, un certain nombre d'appels à projets, un certain nombre de réussite extrêmement forte, extrêmement symbolique et extrêmement importante en termes de financement évidemment pour notre territoire. Et donc je pense évidemment aussi à l'ICIT qui a conduit aux derniers échanges et aux derniers débats houleux autour de l'organisation de la commune, puisque tout est parti de là en fait. C'est-à-dire que l'ICIT avait engagé l'ensemble des établissements dans un certain nombre d'objectifs qui visaient concrètement à continuer à fédéraliser, si je puis m'exprimer ainsi, un certain nombre de compétences qui étaient auparavant exercées par les établissements. Et que l'objectif, c'est cet établissement cible à terme qui visera à exercer un certain nombre de compétences des établissements. Et qu'aujourd'hui, il apparaît, et ça a été noté par le ministère qui a alerté à plusieurs reprises, par écrit, par un certain nombre de rencontres avec les principaux intéressés, que des objectifs principaux qui étaient intrinsèquement liés à la validation de cette labellisation ICIT par le jury international, n'ont pas été respectés aujourd'hui et ne sont pas, à leur sens, en phase de l'être. Et c'est pour cela qu'il y a eu cette interpellation. Et surtout, il faut le dire, une deadline posée à 4 mois, donc là on n'est plus qu'à 3 mois, puisque c'est à peu près il y a 3 semaines, 1 mois, qui demande concrètement aux établissements, à la commu, de s'exprimer et de poser les conditions de réussite et d'atteinte de ces objectifs qui n'ont pas été jusqu'à présent. Donc c'est en gros 3 objectifs assez simples. C'est un redéploiement de postes fléchés sur les objectifs de l'ICIT à hauteur de 10%, qui n'est pas aujourd'hui du tout atteint. C'est la question de la co-tutelle avec les UMR, qui pose un certain nombre de problèmes, puisqu'aujourd'hui il y a une co-tutelle, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais avec les établissements, que le CNRS n'accepte pas une tritutelle, établissement et commu, et qu'aujourd'hui les établissements ne souhaitent pas abandonner leur propre tutelle au profit de la commu UBFC, alors que c'était un engagement extrêmement fort dans les objectifs. Et puis la question évidemment du partage de la politique de recherche par l'UBFC ainsi que les fonds dédiés. Ce qui est important de dire, c'est que ces objectifs-là, ainsi que l'ensemble des objectifs qui ont conduit à la labellisation ICIT, ont bien été validés unanimement par l'ensemble des établissements au moment où les choses sont signées. Tout le monde était d'accord. Il faut l'avoir en tête. Et que il y a eu un certain nombre d'événements qui se sont fait jour et qui ont conduit à ce qu'effectivement nous soyons aujourd'hui dans une situation particulièrement grave, malgré le fait qu'il faut rester optimiste et qu'il y a quand même encore une possibilité, je l'espère en tout cas, de préserver ce label, mais il n'empêche que, en tout cas, le ministère, pour qu'il en arrive à cette extrémité, de fixer une limite à 3 mois, est quand même inquiet sur la pérennisation. Par rapport à l'ICIT, vraiment, ce qui est important de dire, c'est évidemment de l'argent. Ça, tout le monde le sait. C'est un apport en capital énorme sur les 3 axes de l'ICIT qui ont été validés dans le cadre de la contractualisation. Mais c'est aussi et surtout une reconnaissance extrêmement importante, indispensable, de la capacité de la région Bourgogne-Franche-Comté à porter des thématiques de recherche en matière d'excellence et sa capacité à rayonner. Et clairement, perdre l'ICIT aujourd'hui reviendrait à ce que la situation soit pire que si nous ne l'avions jamais obtenue. Il faut vraiment avoir ça en tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on joue en première division. C'est ça qu'il faut comprendre. On joue en première division en matière de recherche. S'il advenait que nous perdions cette labellisation, en fait, nous enverrions l'image, l'information que finalement nous ne sommes pas en capacité de rester dans cette catégorie en termes de recherche. Donc c'est pour ça que j'entends une petite musique depuis quelques semaines
sur l'ensemble du territoire, oui, finalement, c'est pas si grave que ça, si on perd les sites, on fera autrement. Non. Non, on ne fera pas autrement. Ce sera dramatique pour l'ensemble des organismes de recherche en région. Il faut vraiment en prendre conscience. Derrière, alors il y a un certain nombre de calculs qui sont faits, mais la perte financière serait potentiellement 3 fois plus importante que ce que nous apporte aujourd'hui l'ICIT en termes de capital direct attribué à nos organismes. Et ce qu'il faut aussi savoir, parce que ça a contribué à crisper un peu un certain nombre d'enseignants-chercheurs qui n'étaient pas forcément dans les axes définis par l'ICIT. Ce qu'il faut savoir, c'est que même au-delà de l'ICIT, le fait d'avoir obtenu l'ICIT permet à d'autres champs de recherche d'être mieux subventionnés, d'être mieux aidés parce que nous avons cette labellisation. Donc voilà, j'insiste parce que pour moi, c'est vraiment un moment grave que nous traversons. Aujourd'hui, donc la commune a perdu officiellement son président et ses vice-présidents qui ont démissionné en bloc. Un administrateur provisoire va être nommé pas plus tard que demain. Cet administrateur provisoire, nous ne savons pas aujourd'hui concrètement combien de temps il va rester. À minima, les 4 mois donnés par le ministère pour rendre notre copie. Mais il est fort probable qu'il reste un peu plus longtemps parce que, évidemment, réorganiser des élections tout de suite, voilà, on n'est pas certain que ce soit la meilleure solution si on veut raviver un certain nombre de sujets. Donc on est une situation compliquée, où on pose la question des statuts, où on pose la question du suffrage direct de l'élection à la commune, où on pose la question du siège de la commune. Enfin voilà, il faut dire les choses, hein, les problématiques, elles sont là aujourd'hui, les débats sont autour de ces questions-là. Moi, je crois vraiment que c'est des débats qu'il faut qu'on ait, évidemment, mais pas maintenant. Il faut vraiment que les forces se concentrent aujourd'hui sur l'espoir de pérenniser cette labellisation ICIT. Moi, c'est vraiment le message que j'ai encore une fois passé cet après-midi au CA, parce que vraiment, ce serait particulièrement dramatique. Et j'ai rappelé aussi que ce ne serait pas que dramatique pour le champ de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais que derrière, c'est tout un cheminement qui va en pâtir. Et évidemment, à terme, le développement économique de notre région, l'installation potentielle de nouvelles entreprises sur notre région, qui évidemment regarde très activement et très précisément là où sont les laboratoires, là où sont les dynamiques de recherche pour venir s'installer. Donc voilà, je ne vais pas être trop longue, il est tard, mais vraiment un cri d'alarme parce que beaucoup d'inquiétudes, et à la fois, je le dis et je souhaite finir sur une note d'espoir, si l'ensemble des établissements, si cet administrateur qui va être nommé travaille main dans la main, on a encore une chance d'y arriver. C'est des objectifs qui sont atteignables. La question est de savoir effectivement comment on se donne collectivement la capacité de y arriver, la capacité d'accompagner les problématiques qui ont pu naître ces derniers mois, et vraiment j'espère qu'il y aura une prise de conscience de la part des acteurs. Alors le point positif, c'est que la communauté se mobilise de façon extrêmement active, est très inquiète de ce qui est en train de se passer, donc mobilise aussi les directions respectives des établissements en interrogeant, en posant des questions, en ne comprenant pas pourquoi nous en sommes arrivés là. Voilà, je sens cette mobilisation quand même très large, plutôt unanime sur le constat, plutôt unanime sur les leviers que l'on pourrait enclencher pour tenter de pérenniser cette labellisation. Donc voilà, je sens quand même une force là, qui se lève, mais la question c'est de savoir si elle sera assez imposante pour effectivement pousser l'ensemble des acteurs qui doivent travailler aujourd'hui ensemble à le faire et à proposer très rapidement les solutions de cette sortie de crise.